Samia Clouche, je suis coach, j'accompagne des équipes interculturelles, multiculturelles à travailler ensemble. Et c'est pas toujours évident, pas toujours facile. Alors, quelques mots sur moi. Je suis d'origine algérienne, mais déjà dans la simple origine, on pourrait se dire, bon, c'est simple, d'accord, mais déjà la grand-mère est turque, une autre partie de ma famille est berbère. On ne m'a pas transmis le berbère, on ne m'a pas transmis le turc, on a transmis l'arabe. Je n'ai pas tout perdu, mais il y a des pertes. Et c'est intéressant de voir comment les pertes finissent par être un enrichissement, parce que ça va développer chez moi une culture de la curiosité de toutes sortes de langues. Et quand j'ai lu le livre de Muriel, j'ai été vraiment profondément touchée parce qu'on a des points communs, parce que j'ai été élevée à partir de 2 langues, le français et l'arabe, et si bien qu'enfant, je mélangeais les deux. Et à un moment donné, ma mère m'a dit, alors, soit tu parles en français du début à la fin de ta phrase, soit tu parles en arabe, mais tu ne fais pas les deux. C'est-à-dire que du coup, quand on a une double culture au quotidien, on a la capacité effectivement de faire ces allers-retours conceptuels, pas en tant qu'enfant bien sûr, mais de la façon d'apercevoir, de comprendre le monde est tellement différente que ça ouvre des champs de capacité à accompagner les autres à faire des liens. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand j'accompagne des équipes à travailler ensemble, la première chose que je fais, c'est je leur demande comment ils s'adaptent à une autre façon de parler que la leur, personnelle. Celle de leur cousin, celle du voisin d'à côté, le copain qui zozote. Comment j'arrive à comprendre ce qui n'est pas naturel à mon oreille. Et ça, c'est la première expérience, parce qu'on a tous ça, c'est-à-dire qu'on a tous la compréhension de notre mère, et comme toutes les mères, seules les mères peuvent comprendre des enfants de 2 ans. En disant, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, il demande ceci, cela. Donc l'interculturalité, on la vit tous dans notre histoire intime, et on a tous, me semble-t-il, la capacité de faire des ponts et des liens. Moi, je dis toujours que je fais de la traduction simultanée d'une langue à une même langue. Parce que bien souvent, les cultures de chacun, les histoires, là d'où on vient, ça peut tout simplement être dans un quartier d'une même ville. On n'a pas la même façon de percevoir les choses. Et donc, on est systématiquement en train de faire de la traduction simultanée. Et quand dans un groupe, il y a plusieurs cultures, religions, langues, je demande à chacun de s'interroger sur l'ami qu'il a eu ou qu'elle a eu qui était différent. Et comment il a pu créer ce lien particulier qui fait que les liens amicaux ont créé des ponts inimaginables, inacceptables quelquefois dans certaines cultures, et qui pourtant constituent une personnalité de leur capacité de faire du lien entre eux et le monde sans jugement. Et quand on travaille sur l'interculturalité, et tu l'as bien dit, c'est vraiment un engagement personnel pour un changement sociétal plus large. Mais la société, elle commence avec moi-même, dans ma relation à ma famille, dans ma relation à ma langue, à ma culture, et effectivement pouvoir fluidifier sa relation à l'autre, c'est commencer par créer une relation fluide à soi et écouter ces différentes paroles intérieures, ces différentes intentions, parce que nous sommes déjà multiples. Alors, moi, je m'appelle Jean-Marc Coignac, je suis donc délégué académique à la formation. Le service donc, que je dirige s'occupe de construire les plans de formation donc, des enseignants
non seulement des enseignants de langue, mais de l'ensemble des enseignants, à la fois du premier et du second degré. Et donc d'être confrontés à l'évolution de leur forme, à l'évolution donc de leur forme d'enseignement et de leur pratique enseignante. Donc la demande qui nous a été faite par Muriel, c'est au fond comment, quand on lit son livre, de là où on se place, en quoi ce livre interpelle nos pratiques et les enjeux donc, de nos différentes missions. Et c'est vrai que la première chose moi, qui m'a frappé, donc du point de vue d'un responsable de formation, c'est quelque chose qui est d'abord de la cohérence entre la façon dont elle décrit la recherche qu'elle conduit, les dispositifs pédagogiques qu'elle a développés, et sa façon finalement de les raconter. D'abord de valider finalement ces pratiques à travers l'histoire, le fait de raconter sa propre histoire. Ça rejoint tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est parce que, d'une certaine façon, elle s'est interrogée à un moment donné, je ne sais pas à quel moment d'ailleurs. Est-ce que c'est tout au début? Est-ce que c'est au cours de ton parcours? Ou est-ce que c'est plutôt au moment où tu as été obligé d'écrire ce livre? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un temps qui est vraiment très, très passionnant. Le livre entre dans d'abord ton histoire personnelle, qui nous permet de mieux comprendre comment tu as cheminé donc, dans cette fluidité dont tu parlais. Donc, premier élément, une cohérence. Ensuite, c'est évidemment comment cette réflexion sur l'enjeu de la cohésion sociale et de l'éducation plurilingue interroge l'école. Alors l'école qui aujourd'hui évidemment est une école en crise, ou en tout cas une école qui justement est souvent interrogée sur le fait de pouvoir créer ou pas cette cohésion sociale. Vous avez bien vu comment dans l'année qui vient de s'écouler, ne serait-ce qu'à partir de l'attentat du mois de janvier 2015, la première chose qui est venue à l'esprit de dire, c'est mais qu'a fait l'école pour que finalement ces valeurs de la liberté d'expression puissent ne pas être entendues, comment les valeurs de la laïcité puissent ne pas être entendues, finalement comment l'école parvient-elle ou pas ne parvient pas à créer cette cohésion sociale attendue. Donc d'une certaine façon, j'ai trouvé que les éléments que tu apportes, je vous dirai rapidement pourquoi, à mon avis, ça répond à une partie, en tout cas importante, de cette recherche d'une cohésion sociale à travers le rôle de l'école. En tout cas, c'est un élément tout à fait important. Tout simplement parce que on voit bien que l'école aujourd'hui ne réussit pas vraiment, non seulement du point de vue de la cohésion sociale, mais du point de vue évidemment de la réussite des apprentissages scolaires. La plupart des études internationales montrent comment l'école obligatoire, on va dire, crée... il y a 150 000 jeunes qui sortent aujourd'hui de l'école sans qualification. Donc il y a eu un vrai problème pour, on va dire, faire que les élèves ne décrochent pas. Ensuite, il y a évidemment des résultats qui montrent comment les écarts se creusent de façon importante. Quand on regarde les écarts moyens de la France, en fait, elle se situe dans la moyenne des pays européens, enfin des pays qui participent à ces études de l'OCDE. Mais ce qu'on constate, c'est que les écarts entre les élèves qui sont le plus en réussite et ceux qui sont le moins en réussite se creusent. Et les écarts sont en France parmi les pays les plus importants. C'est-à-dire qu'on a finalement une école qui valorise évidemment la réussite, puisqu'il y a des réussites bien sûr, mais qui ne parvient pas à construire cette compétence pour la grande majorité de ses élèves, avec donc tous ces enjeux de décrochage. Donc là, il y a indiscutablement un enjeu qui touche à l'organisation même de l'école et à sa façon de transmettre et de conduire l'enseignement. Il me semble que d'une autre façon, c'est le deuxième volet, que j'ai trouvé intéressant dans ton approche, c'est que tu ne réponds pas seulement à quelque chose qui pourrait travailler la question de la cohésion sociale, tu réponds aussi à une proposition, on va dire, de méthode, à travers ce qu'on disait de l'accompagnement, puisque c'est ainsi que tu as évoqué le rôle de la FAP, comment la question de l'accompagnement, qui est très présente dans l'ouvrage que tu indiques, est probablement un des enjeux de la réussite de tous les élèves. Vous avez vu à quel point aujourd'hui la réforme du collège et de la scolarité obligatoire est discutée par le monde enseignant.
Alors on voit bien évidemment que dans tout changement important, il y a forcément des résistances à ce changement. Ce qui est très étonnant, c'est de voir l'hétérogénéité de ceux qui sont aujourd'hui contre la mise en œuvre de cette réforme de la scolarité obligatoire, qui vise précisément à interroger, à déranger les pratiques, alors j'ai presque envie de dire, comme tu disais tout à l'heure, d'une culture dominante ou d'une façon de considérer l'enseignement comme étant finalement quelque chose qui va rassembler, mais au prix peut-être du renoncement à des singularités, à de la différenciation. Or, ce que introduit cette réforme, c'est pour ça que je tiens vraiment à le dire, pour ceux qui sont peut-être intéressés de près ou de loin, pour comprendre ce qui se passe, c'est très compliqué. On a l'impression que tout le monde est très opposé à la mise en place de cette réforme, alors qu'en réalité, elle répond précisément à cet objectif de pluralité. Alors, elle y répond à travers la notion d'accompagnement, puisqu'il est indiqué que se construit des modalités d'accompagnement des élèves, et également un travail qui se fait alors de façon interdisciplinaire. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ces fameuses pratiques interdisciplinaires que les profs considèrent comme étant quelque chose qui va remettre en cause leur approche essentiellement d'identité disciplinaire, leur identité de prof en tant qu'identité disciplinaire. Alors qu'en réalité, ce moment, on va dire, de pratique interdisciplinaire va justement permettre de créer les conditions d'un rapprochement entre disciplines. Et dans un cas particulier, puisqu'il y aura 8 champs qui vont être proposés dans cette réforme, l'un d'entre eux touche précisément aux langues vivantes étrangères et aux langues régionales. C'est-à-dire qu'il serait possible, donc, au sein même de l'école, de construire les éléments d'un plurilinguisme dans un temps qui est identifié pour travailler cette question. C'est-à-dire qu'on peut le travailler, bien sûr, dans les différentes langues étrangères, mais aussi on peut le travailler dans ce moment où des profs de différentes disciplines et de différentes langues vont pouvoir donc accompagner les élèves dans leur diversité culturelle et linguistique, dans la reconnaissance des langues qu'ils pratiquent et dans la possibilité de construire un échange qui ne sera pas seulement construit sur on va dire, la validité d'une grammaire ou d'une linguistique identifiée. Il faut quand même qu'il y ait à un moment donné un langage travaillé, quand même, un langage qui permette cette communication. Mais l'enjeu est aussi évidemment de rendre possible la compréhension de la pluralité linguistique qui évidemment existe dans la plupart de nos établissements scolaires. Donc ça, une première dimension, je trouve, qui est très intéressante pour relever un certain nombre d'orientations qui peuvent être prises en compte par les profs. Donc travail évidemment sur la sociographie, utilisation des supports vidéo, des supports que sont le dessin, pour justement témoigner de cette pluriculturalité. Tout le travail évidemment qui va se construire autour ensuite du temps réflexif, c'est-à-dire c'est pas simplement évidemment la construction de ce travail autobiographique, c'est la façon dont il va interpeller effectivement d'autres membres de la communauté scolaire et comment on va se construire donc cette relation. Tu la voyais à 2 tout à l'heure, mais évidemment elle peut être à 6, à 8, à 10, selon la taille évidemment du groupe et la façon dont les choses peuvent s'organiser au niveau pédagogique. Donc ça c'est le premier point. Je vais vite parce que je vois que j'ai tendance à être un peu long. La deuxième chose évidemment c'est la place de la formation des formateurs. Puisqu'au fond, ce que tu proposes comme mode de travail dans la compréhension, on va dire, du processus de formation, c'est évidemment de s'interroger sur des temps de vie qui ont été structurants à un moment donné de ces choix, des choix que l'on opère pour devenir professionnel de l'enseignement ou pour devenir formateur, et comment ces choix, évidemment, vont interroger des moments de dérangement, des choses qui vont redonner du sens, et qui vont, par isomorphisme, être des temps qui, structurant évidemment la formation du formateur, vont pouvoir être investis ensuite dans des pratiques en direction des élèves. Donc je trouve qu'il y a là aussi, évidemment, des éléments extrêmement intéressants à développer. Et je terminerai simplement en disant que ce qui me semble tout à fait fondamental dans ce moment où la question de l'école est interrogée, c'est bien sûr la façon dont on va s'intéresser aux élèves dans ce qu'ils sont capables de dire, dans la diversité de leur histoire. Et évidemment,
ce qui va interroger précisément les enseignants dans leur capacité à répondre aux questions que se posent les élèves. Il me semble que c'est peut-être la première chose qui pourrait se construire, c'est créer les conditions d'une écoute de l'histoire des élèves et évidemment donner la possibilité aux enseignants de non seulement de les entendre, mais de répondre aux questions qu'ils se posent. Donc je suis Hugues Pouillet, je suis responsable du pôle d'ingénierie pédagogique des cours municipaux d'adultes, c'est-à-dire qu'en fait j'anime une équipe d'une vingtaine de coordinateurs pédagogiques sectoriels responsables des différents secteurs de formation proposés aux cours municipaux d'adultes, qui vont des formations à la langue française, aux langues étrangères et un certain nombre de formations nombreuses, assez nombreuses, au métier. Difficile, je ne sais pas comment vous vivez l'après 2015. Pour ma part, je suis encore sidéré par ce qui nous est arrivé et je trouve que tout dans notre manière de penser, notre manière d'exercer nos activités, y compris nos activités professionnelles, a été bouleversé. Tout est à reconsidérer, tout est remis en chantier. Donc la première chose que je dirais, c'est qu'effectivement, je pense je suis sidéré depuis 2015. Je suis sidéré dans mon activité aux cours municipaux d'adultes, avec cette obligation, donc accueillant quelques 8000 migrants aux cours municipaux d'adultes, de se dire comment est-ce que les cours municipaux d'adultes et comment est-ce que je vais, avec ces 20 coordinateurs sectoriels, avec ces quelques 800 enseignants, essayer de contribuer à mon niveau à ce que la société française ne revive plus ce qu'elle a vécu au cours de cette année tragique. Tout à l'heure, Muriel, tu n'as pas cité Austin, mais j'avais, en t'écoutant, le propos d'Austin, How to do things with words. Et peut-être que l'une des interrogations après 2015, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on va avoir une parole juste, vraie, une parole capable d'analyser la situation, de l'analyser en faisant appel à la diversité de nos compétences, de nos disciplines, de nos talents, donc de générer peut-être une approche davantage transversale, pluridisciplinaire. Et c'est vrai que je trouve que la présentation de ton ouvrage ce soir, il avait tout son sens à la FAP, dont l'objectif est effectivement de fédérer des accompagnants de différentes disciplines, des sociologues, des psychologues, des formateurs, des coachs. Et peut-être qu'il y a là, entre nous, des dispositifs à mettre en place pour générer des réponses et une prise en charge de ces jeunes dont tu as parlé. L'enquête non pas l'enquête, mais un rapport publié par le Figaro hier parlait de quelques 8000 jeunes qui sont suspectés de dérives radicales. Il y aura demain à la Maison de Solesmes, à l'hôpital Cochin, la journée dite journée internationale sur les radicalisations. Et donc, voilà, toute la question, j'imagine qu'il y aura une diversité de points d'approche, de disciplines sollicitées, et toute la question est de savoir comment est-ce qu'on va essayer de reconstruire quelque chose à partir de cette réalité effrayante. Et je crois que on ne peut pas faire on ne peut pas faire l'impasse sur la responsabilité de la société française, la responsabilité de nos institutions et nos propres responsabilités. Ces jeunes qui ont endeuillé la France en 2015 sont nés en France, pour beaucoup d'entre eux, ont été élevés en France,
et sont morts sur notre territoire. Donc voilà, on a une responsabilité là, ça nous invite à quelque chose voilà, ça nous invite à renouveler nos approches et à travailler ensemble. Alors c'est peut-être aussi tout le sens, il y a deux choses que je voudrais retenir dans ton travail, Muriel, c'est l'importance que tu accordes à la recherche-action. Hein. How to do things with words, c'est effectivement d'imaginer ensemble de nouveaux dispositifs en les expérimentant, en les testant, en tirant les enseignements de nos échecs, et surtout pas avec l'idée que c'est la théorie, y compris de disciplines extrêmement élaborées, qui va pouvoir transformer la réalité. Hein. Il y a effectivement un aller-retour constant entre théorie et pratique, analyse et expérience. Et je crois que tout ton travail d'enseignant-chercheur, ça a été justement de proposer, avec d'autres bien entendu, mais un nouveau modèle de recherche, dit recherche-action, formation. Et c'est vrai que moi, au cours municipaux d'adultes, je me soucie constamment avec les coordinateurs sectoriels, avec les formateurs, de promouvoir des dispositifs où effectivement on tâtonne, on expérimente, on évalue, et de manière itérative, on essaie d'avancer. Ça, c'est un modèle effectivement qui me paraît intéressant. Et puis, un modèle dans lequel nous devons allier effectivement les personnes du terrain, les formateurs, les coordinateurs que je viens d'évoquer, et puis s'appuyer aussi sur le soutien scientifique que peuvent nous apporter un certain nombre d'universitaires et d'universitaires de différentes disciplines. C'est-à-dire de plus en plus, quand je bâtis avec les personnes que j'ai évoquées de nouveaux dispositifs au CMA, je pense à solliciter différents regards sur nos pratiques. Donc ça, c'est une première chose, peut-être à mon niveau, pour essayer de faire en sorte voilà, de trouver des solutions à ce qui est extrêmement difficile à gérer aujourd'hui. Et puis une deuxième chose que je trouve extrêmement intéressante dans ton approche, et qui rejoint les valeurs de la FAP, effectivement, c'est de considérer l'enseignement-apprentissage sous le mode de l'accompagnement. Tu as parlé de reliance tout à l'heure, ou d'alliance. Et je pense qu'il y a là, et sur fond encore de cette année 2015, il y a là l'idée qu'il nous faut travailler à revenir sur la dissymétrie inhérente au rapport formateur. Il faut que nous travaillions. Alors c'est peut-être plus facile avec des adultes qu'avec des enfants, mais il faut absolument que nous travaillions à faire en sorte que les formateurs se considèrent comme des primus inter pares et non pas comme des personnes qui sont là pour dispenser des savoirs. Et ça bouleverse considérablement nos approches. Et je crois que tu nous y aides, Muriel, quand tu inscris dans la formation des futurs enseignants des dimensions de réflexivité, de retour sur leur parcours, sur leur biographie langagière. En fait, voilà, tu invites les gens d'abord à se remettre en situation de s'interroger sur eux-mêmes avant de se mettre dans une posture de sachant ou de transmetteur. Hein. Et je crois que ça, c'est la seule possibilité qui permettra aux formateurs de générer chez celui qui l'accompagne, de générer effectivement un éveil de ses compétences, de ses potentialités, et donc une relation d'alliance entre un formateur, une personne en formation, et puis plus largement au sein du groupe, de relier les uns avec les autres et qu'il y ait une capacité effectivement à entendre la différence, à la respecter, voilà. Donc je ne sais pas si, voilà, je dirais peut-être deux solutions, enfin, tentatives. Par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, à partir du moment où un individu est dans la posture du sachant, c'est-à-dire que dès qu'on utilise le mot formateur, il est évident que celui qui forme a un savoir à communiquer, c'est-à-dire un apport méthodologique qu'il va dispenser. Et il faut justement être très attentif aux mots qu'on utilise, et on reste là sur le multilinguisme, c'est que
à partir du moment où on veut de la fluidité dans des expériences diverses qui peuvent s'enrichir et faire écho les unes aux autres pour un multiculturalisme entendu des uns des autres, il faut qu'il n'y ait pas de formateurs, mais qu'il y ait des écoutants et des écoutés. Et si on part de l'écoute de soi, de l'écoute de l'autre et des autres, être dans la capacité d'écoute, à ce moment-là, il y a un espace possible pour des liens qui peuvent se faire. Et il y a la capacité pour chacun de faire un chemin vers l'autre qui traduit son propre chemin de sa compréhension de lui au moment où il entend l'autre, au moment où ça fait écho, où l'histoire, par exemple, de la migration d'un individu va faire écho à sa propre histoire. Et du coup, se tissent et se maillent comme ça des liens et des capacités d'intelligence collective, d'apprentissage collectif. Et c'est ça. Et dans l'enseignement, ce dont tu parlais, à partir du moment où il y a une transmission de langue, faire des liens entre les différentes langues. C'est-à-dire, s'il y a un groupe d'élèves qui viennent de pays différents, les faire parler du sujet dont on parle, de l'enseignement qu'on cherche à avoir là, et de voir comment, dans leur langue, comment ça se traduit, comment ça s'ajuste. Par exemple, juste une petite anecdote, il se trouve que je vis en partie en Bretagne, et j'ai noté qu'en Bretagne, en breton, je ne parle pas breton, mais j'ai noté que quand on apprend les noms des doigts aux enfants, eh ben, il y a trois doigts qui sont communs avec l'arabe. C'est amusant. Et donc, du coup, à partir du moment où un groupe d'élèves venant de pays différents et donc de cultures et de langues différentes, maîtrisées ou non d'ailleurs, parce que quelquefois, elle n'est pas maîtrisée, certains enfants comprennent une langue mais ne la parlent pas ou ne la parlent pas couramment, alors s'il y a des liens où on leur laisse l'espace d'exister dans leur identité et dans leur pluriculturalité déjà individuelle, alors on laisse de la fluidité se mettre en place et on n'est pas dans un rapport dominant-dominé, dans un rapport plus-moins. Et c'est ça la vraie difficulté, de la même manière que lorsque tu parlais de ces enfants, de ces jeunes qui se font enrôler, c'est qu'eux-mêmes sont perdus. Alors quand on est perdu, eh ben on croit au miroir aux alouettes. Et donc le premier qui va venir nourrir un vieux démon qui est ah mais il faut être reconnu dans sa culture musulmane ou je sais pas quoi, eh ben il va être entendu par ce gamin parce que et la première relation effectivement c'est la relation familiale. Et c'est cette difficulté qu'on a à mettre en place au niveau sociétal de façon plus large et laisser l'espace de l'intelligence collective, c'est-à-dire de comprendre que l'autre et tous les autres sont là pour nous apprendre autant que nous sommes capables de leur apprendre.